Nous y voilà. Alors que les concertations sur la loi d'orientation agricole viennent à peine de se conclure, la majorité sénatoriale nous propose avec ce texte un premier round pour définir notre politique agricole. Nous commençons maintenant à nous habituer à ce jeu politique entre la droite sénatoriale et le gouvernement où les propositions de loi sénatoriales servent à influencer les futurs projets de loi avec un terrain d'entente toujours plus à droite, toujours plus libéral. Nous aurions pu espérer que l'agriculture, qui est au cœur de l'histoire de notre pays, puisse échapper à ces nouveaux calculs politiques et à cette volonté incontrôlée de tout vouloir déréglementer, de tout vouloir déconstruire dans des logiques purement économiques. La proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui s'inscrit pourtant dans cette trajectoire. Vous l'aurez compris, par cette courte introduction, mes chers collègues, mon groupe s'opposera avec vigueur à la très grande majorité des dispositions de ce texte. Avant de revenir de manière plus détaillée sur les principaux aspects qui justifient notre opposition, je souhaite aborder le débat idéologique qui justifie notre opposition, peut-être même philosophique, sous-entendu par le rapport qui a initié ce texte. Il s'agit de la fameuse opposition entre les modèles agricoles. Cher collègue Laurent Duplomb, nous ne pouvons pas nier qu'il existe, cette proposition de loi le prouve une nouvelle fois, deux visions de l'agriculture, avec leurs spécificités et leurs valeurs. Si, deux visions différentes. Toutefois, mes chers collègues, et je pense pouvoir le dire par mon expérience, par mon métier d'agriculteur, l'opposition entre ces deux visions ne peut pas se résumer à un simple adage. Un bon modèle, celui de la raison, qui servirait à nourrir les hommes, face à un modèle de l'utopie des écologistes qui n'aurait l'objet que de bobos en tout genre, de décroissants. Et non, chers collègues, les deux modèles ont cette même vocation, nourrir les hommes. Les deux modèles peuvent être, s'ils sont adaptés à leur territoire, compétitifs et pérennes. Mais la principale différence entre ces deux visions est que le modèle de l'agroécologie et de l'agriculture biologique a élargi son approche en essayant de trouver un système qui soit autant respectueux du producteur que de l'environnement. Et je pense très sincèrement, Monsieur le Ministre, que c'est le rôle des pouvoirs publics et des législateurs d'apporter un soutien de long terme à un modèle qui tente d'allier santé humaine et préservation de l'environnement. Pour revenir sur la question de la compétitivité, France Stratégie, une institution autonome auprès de la Première ministre, a présenté en 2020 une étude sur la rentabilité des exploitations agricoles en fonction de leur modèle. Après de nombreuses études de terrain, les deux auteurs de ce rapport en sont venus à la conclusion suivante, je cite, « Les exploitations agroécologiques présentent en général des résultats économiques à moyen terme supérieurs à ceux d'exploitations conventionnelles. » Mes chers collègues, il nous semble donc totalement aberrant de considérer que l'agriculture française souffrirait actuellement des choix engagés lors de l'ouverture à ce nouveau modèle en 2014. Pour revenir sur les divergences de fond, je souhaiterais commencer par aborder l'ensemble des articles fiscaux de cette proposition de loi. En effet, pour les auteurs du texte, la question de la compétitivité semble se résumer à deux termes, crédit d'impôt et exonération. Au sein de mon groupe, nous les défendons à chaque PLF, nous croyons à un impôt juste et redistributeur qui vient affecter uniquement les personnes qui peuvent en payer. Toutefois, nous n'avons pas de difficulté à aborder la potentielle question du trop d'impôts lorsque cela peut mettre en difficulté des concitoyens ou des entreprises. Mais il me semble quand même qu'il y a un problème dans vos dispositions fiscales. Elles ne semblent construites que pour les plus favorisés qui réalisent déjà des bénéfices conséquents et elles n'aideront aucunement les agriculteurs en difficulté. Sans trop se tromper, je pense qu'on peut dire que proposer une augmentation du plafond pluriannuel de la déduction pour épargne de précaution, pour le fixer à 200 000 € avec une déduction maximale par exercice amené à près de 60 000 €, c'est surtout proposer une disposition pour les exploitants agricoles qui ont la chance de faire des bénéfices et de pouvoir mettre des sommes importantes de côté. À cela, on peut ajouter le crédit d'impôt pour la mécanisation de l'article 5, que la rapporteure, madame la rapporteure, vous avez plafonné à 20 000 €. On a un amendement qui descend encore ce plafond. La création d'une déduction, vous avez donné un avis défavorable, c'est dommage, mais la création d'une déduction fiscale pour favoriser la contractualisation à l'article 7, ou encore l'augmentation des seuils d'exonération de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 24. Alors que nous devrions réfléchir à des aides pour aider les agriculteurs les plus en difficulté, cette volonté de contourner l'impôt pour les plus favorisés est inquiétante pour notre pacte républicain. Dans un second temps, je souhaite faire part de mon profond étonnement sur la teneur de l'ensemble des articles qui réécrivent allègrement le droit du travail. Alors que ce texte est centré sur la question agricole, ses auteurs ont fait le choix d'instaurer la notion de secteur prioritaire en tension dans les missions de Pôle emploi ou encore de créer une exonération inédite au sein du dispositif dit de bonus-malus sur les contrats courts. Et monsieur le ministre, il serait peut-être pertinent que votre collègue Olivier Dussopt, ministre du Travail, vienne vous accompagner sur le banc pour présenter la position du gouvernement sur l'ensemble de ces points, d'autant plus que ces mesures proposées sont loin d'être anodines et mériteraient à minima une étude d'impact. Et sur ce large sujet du travail agricole, il me semble quand même important de rappeler que le secteur agricole bénéficie déjà d'une particularité, et je le soutiens à chaque PLF, avec le dispositif TODE.
qui permet une exonération de cotisation des employeurs du secteur agricole et en cohérence avec nos positions précédentes, nous soutiendrons cette pérennisation. On votera l'article. C'est la raison pour laquelle, au sein de mon groupe, nous sommes profondément surpris par la philosophie des articles 19 et 20, où cette idée latente d'envoyer les personnes éloignées de l'emploi dans les champs, qui relève d'une vision bien particulière du travail, d'autant plus que ces articles ignorent déjà les conditions de travail difficiles rencontrées par de nombreux saisonniers, mais aussi les difficultés pour les exploitants agricoles d'avoir des locaux adaptés pour recevoir convenablement une telle main-d'œuvre. Pour ces raisons, nous nous opposerons à l'ensemble des articles qui reviennent sur le droit des travailleurs. Enfin, et il s'agit certainement du point le plus inquiétant de cette proposition de loi, de nombreux articles prévoient des retours en arrière inconcevables sur les aspects environnementaux. Alors que le président du Sénat vient de mettre en demeure l'un des principaux lobbies des pesticides, Phytéis, pour avoir fourni des informations erronées aux parlementaires, vous faites le choix, mes chers collègues, de rouvrir la porte à un certain nombre de pratiques et de revenir sur des acquis pourtant difficilement obtenus. La réautorisation de l'épandage aérien pour des produits phytopharmaceutiques revient de manière incompréhensible sur les conclusions d'un rapport sénatorial, je cite le titre, Pesticides vers le risque zéro, initié par notre collègue Nicole Bonnefoy et adopté à l'unanimité ici même. La réautorisation des promotions sur les pesticides et la suppression de la séparation du conseiller de la vente pour ces mêmes produits représentent également un retour en arrière sur une disposition difficilement acquise ici même lors de l'examen de la loi Egalim. Je rappelle simplement que nos collègues rapporteurs sur ce texte, Michel Raison, qui n'est plus avec nous, et Anne-Catherine Loisier, qui est présente dans l'hémicycle, avaient défendu le maintien de la séparation du conseiller de la vente prévu dans le texte gouvernemental en 2018. Seulement, 5 ans plus tard, vous faites le choix de les déjuger et de revenir sur ce maigre acquis. L'article 13 de cette proposition de loi est certainement le plus problématique. Alors que l'ANSES est une agence d'expertise scientifique et indépendante, vous choisissez de lui donner un rôle politique en incluant dans ses missions la réalisation d'une balance détaillée des bénéfices et risques sanitaires, environnementaux et économiques de la décision envisagée. Et en plus de tout cela, Madame la rapporteure, vous avez ajouté la possibilité au ministre de l'Agriculture de suspendre certaines décisions de l'ANSES et même la faculté pour le ministre de prendre une décision relative à une autorisation de mise sur le marché. Très sincèrement, mes chers collègues, très sincèrement, comment pouvez-vous avoir cette vision d'une agence indépendante, indispensable pour évaluer scientifiquement un produit phytosanitaire? Comment pouvez-vous, en tant que parlementaire, souhaiter une concentration d'autant de pouvoir dans les mains du ministre? J'aurais pu parler des délais de grâce sur les pesticides interdits, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans les débats. Enfin, concernant l'eau, la majorité sénatoriale fait le choix de jeter de l'huile sur le feu en créant un motif d'intérêt général majeur dont personne, alors là pour le coup personne n'est capable d'en donner la définition précise, et en réduisant les contentieux dans une triste vision du rôle joué par la justice. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, au sein du groupe socialiste du Sénat, nous nous opposerons fermement à cette proposition de loi et nous proposerons logiquement la suppression d'une grande partie des articles. Ce premier round est donc particulièrement engageant, mais nous saurons, mes chers collègues, défendre un autre modèle agricole, compétitif, pérenne, respectueux de l'agriculteur, du consommateur et de l'environnement.